Bonjour tout le monde et bienvenue dans le briefing des marchés du mardi 22 février 2022. Avant de débuter cette émission, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et globalement, ce début de semaine, pas de nouvelles surprises. Toujours les tensions géopolitiques qui dominent actuellement les marchés, qui alimentent des craintes et des tensions sur l'ensemble des indices, que ce soit en Europe ou outre-Atlantique. Pour rappel, Wall Street était fermé suite à un week-end prolongé, donc réouverture des indices américains cet après-midi à 15h30. Globalement, l'Europe cède du terrain, notamment avec une grosse séance de baisse hier. On a quand même enfoncé des niveaux clés. Forcément, les indices ont reculé, comme vous le savez, après l'annonce par le président russe Vladimir Poutine de la reconnaissance de deux républiques séparatistes en Ukraine et d'une opération aussi de maintien de la paix de l'armée russe qui devrait justement conduire eh bien, les pays occidentaux à sanctionner Moscou. Donc là, pareil, reste à voir quelles seront les sanctions que vont prendre les pays occidentaux et les États-Unis par rapport à la Russie. Maintenant, on a quand même une volatilité assez élevée, de la nervosité sur les marchés, que ce soit le CAC 40, le DAX, ils affichent quand même déjà 4 voire 5 séances consécutives de baisse et l'indice allemand a même touché son plus bas niveau depuis près d'un an. On surveillait quand même des gros niveaux, on fera un gros point techniquement un peu sur tous les indices. Il y avait des gros niveaux clés à surveiller. On tente de les reconquérir, notamment pour le CAC ce matin, qui a quand même ouvert avec un gros gap baissier. On est venu le combler, ce gap. En revanche, sur le DAX, on reste toujours sous la borne basse du range et le sentiment finalement que les vendeurs sont en train de prendre l'ascendant psychologique. Donc là, la séance va être très importante puisque les investisseurs européens ont un peu cédé à la panique entre hier et aujourd'hui. Reste à savoir maintenant comment vont réagir les investisseurs américains et est-ce qu'on va sauver finalement ces niveaux de support mensuel hebdomadaire, auquel cas on pourrait retourner un peu dans notre grosse phase de range. On fera le point juste après dans la partie technique. Donc bien évidemment, quelques heures à peine après avoir annoncé reconnaître unilatéralement les républiques séparatistes autoproclamées de Donetsk et Louhansk, le président russe a donné l'ordre à l'armée russe d'y mener une opération de maintien de la paix, ouvrant ainsi la voie en fait à une possible invasion de l'Ukraine. Rien n'est fait pour l'instant, mais cette escalade a accéléré de la tension, accéléré finalement avec la tension militaire, devrait conduire finalement les pays occidentaux à annoncer des sanctions visant Moscou et les dirigeants russes. Donc, une semaine quand même assez cruciale, toujours tournée vers euh, les tensions géopolitiques. Il y a quand même aussi, on ne va pas oublier, mais l'inflation. On a toujours des inquiétudes autour de l'inflation et du resserrement monétaire, mais là, à très court terme, très clairement, c'est les tensions militaires en Ukraine. Donc, reste à savoir quelles vont être les sanctions et si les pays européens et les États-Unis vont adopter des sanctions vis-à-vis de Moscou, auquel cas, effectivement, ça pourrait encore une fois alimenter de la nervosité et un peu plus de volatilité sur les marchés. Donc, une semaine assez décisive et surtout hâte de voir comment vont réagir les opérateurs américains après un week-end prolongé de 3 jours pour savoir si on tient ou pas ces fameux gros niveaux de support sur les bas de range hebdomadaires mensuels. Côté macro, ici nous avons la corrélation entre le Bitcoin et le gold. Et chose intéressante qu'on peut noter, c'est que depuis le mois de novembre, on a une corrélation négative entre les deux actifs. Autant sur la période
quasiment début 2021 jusqu'à fin 2021. Vous voyez ici, c'est la corrélation. Donc, on a quand même une corrélation pas très importante non plus. Elle est seulement, au mieux, on est monté à 0,25, mais on avait une corrélation positive entre le Bitcoin et le gold. Et là, elle est négative. Et surtout ici, on voit vraiment la divergence, je trouve, qui est assez frappante, où finalement, le BTC, lui, a quand même entamé depuis novembre une dynamique clairement baissière. On a perdu entre 45 et plus de 55%. On a eu un gros rebond technique avec potentiellement, je vous le disais, l'épaule, tête-épaule inversée. La condition, bien évidemment, c'était de break les 45 000 $. Malheureusement, les acheteurs n'ont pas réussi à franchir ce niveau. Par conséquent, cette épaule, tête-épaule inversée a été invalidée. Ensuite, le gold, lui, a quand même progressé. On avait mis en place des plans de trading, donc on fera aussi le point dans la partie technique, mais le gold est une valeur refuge, très clairement. Et il semble en fait que le Bitcoin, en tout cas, ne soit pas une valeur refuge en cas de crise géopolitique. Après, il reste à savoir pour d'autres événements, mais en tout cas, force est de constater qu'en cas de crise géopolitique, le Bitcoin n'est pas un actif refuge. Bien au contraire, durant le week-end, on a perdu encore 5 voire 7%, alors que le gold, lui, a quand même bien progressé. Là, on est retombé sous les 37 000 $ et l'once d'or, lui, on est même venu taper 1910 $, 1912. Au plus haut, on a fait 1913, donc un plus haut depuis un an. Et surtout, corrélation négative entre les deux actifs. Donc, ce qui est important de noter vraiment, c'est que pour l'instant, c'est trop tôt pour dire et vérifier le récit selon lequel l'or numérique est un moyen d'échapper soit à l'inflation, soit un actif refuge, un or numérique. En tout cas, durant les phases de tension géopolitique, très clairement, le Bitcoin n'est pas un actif refuge. Et je vous avais déjà présenté un graphique. En revanche, le Bitcoin a une forte corrélation avec le Nasdaq et le S&P 500. Et effectivement, on voit, vous pouvez prendre un graphique du S&P 500 et surtout du Nasdaq, vous alignez les deux ici, et depuis fin novembre, début décembre, on a vraiment une corrélation entre ces deux actifs. Donc vraiment très important de noter comment se comportent les différents actifs durant les différents cycles, les différentes phases de marché. Donc là actuellement avec les taux qui continuent de grimper, même si on a une légère détente, on a un Nasdaq qui reste fortement pénalisé par le resserrement de politique monétaire et l'envolée des taux longs. Parallèlement, ça a fragilisé le Bitcoin, alors que le gold, lui, commence peu à peu à reprendre de la hauteur et à repartir dans sa tendance primaire de long terme. Donc, un actif à privilégier actuellement, ce serait très clairement le métal jaune qui pourrait poursuivre son ascension. Je vous le disais, en plus, à la moindre détente sur les taux longs, ça devrait forcément profiter au gold. Et effectivement, sur les taux longs américains, on a tapé les 2%, on est retombé à 1,90 et ça a permis quand même au gold de bien progresser alors que le BTC, lui, n'a strictement rien fait. Donc voilà un graphique pertinent vraiment sur une phase de court terme, notamment de tensions géopolitiques qui montre que finalement le Bitcoin n'a pas un statut de monnaie refuge, si on peut dire ça comme ça, en ces périodes de tensions géopolitiques. Ici, nous avons l'indice des matières premières, le Bloomberg Commodities Index, et très clairement, c'est l'indice parfait pour se hedger, avoir une couverture. Très clairement, sur les marchés, on constate que les indices tombent, du moins reculent, les crypto-monnaies reculent,
les actions reculent forcément et l'indice Bloomberg des commodities, des matières premières, enregistre, lui, un nouveau plus haut annuel. Et on est revenu même sur les niveaux entre janvier 2014 et janvier 2015. Et le pétrole, effectivement, pareil, on fera le point technique, on est venu chercher le TP final qui était aux alentours des $100 pour le Brent. Effectivement, les tensions en Ukraine ont alimenté la hausse des matières premières. Donc là, vraiment, on a des actifs qui continuent de surperformer, que ce soit les matières premières et d'autres qui commencent doucement à tirer leur épingle du jeu. Par exemple, le métal jaune, qui avait une énorme consolidation. Et depuis quelques semaines, maintenant à peine 2 semaines, on a vraiment un flux haussier qui est en train de se mettre en place, on casse des résistances, on est en train de repartir dans une très belle dynamique haussière. Et donc, encore une fois, comme je vous le dis souvent, il faut aller là où il y a de l'action, là où il y a du flux, et éviter les marchés un peu vaseux, compliqués, les marchés de range où il ne se passe pas grand-chose. Et globalement, pour l'instant, à vérifier sur le gold, mais il commence doucement, comme je vous le disais, à tirer son épingle du jeu, à envoyer des signaux très pertinents pour les prochaines semaines. En revanche, les matières premières, notamment le pétrole, là, très clairement, c'était déjà depuis le début de l'année l'actif qui surperformait. Effectivement, là, le Brent s'est envolé au cours des 3-4 dernières séances et on est venu quand même taper le seuil psychologique des $100. On fera le point juste après dans la partie technique pour voir un peu comment se positionner sur cet actif. Mais retenez bien, si vous êtes un investisseur action ou un investisseur sur le long terme, si vous avez besoin de couvrir votre portefeuille actuellement, eh bien, allez là, allez sur les actifs où il y a de la surperformance, où il y a des rendements positifs. Et actuellement, le pétrole continue de surperformer l'ensemble du marché. Côté technique, alors avant d'aller sur les devises, le forex, allons voir notre bon vieux CAC 40. Voilà, flat. Après une absence de 3-4 jours, il s'est passé pas mal de choses sur l'indice CAC 40. Je vous disais qu'ici, c'était un peu une zone chaude et que au-dessus des 7000, eh bien, les acheteurs reprenaient la main et que si on butait, on pouvait retourner chercher les 6780. Bon. Maintenant, on est venu enfoncer notre fameuse ligne de coup d'épaule tête épaule. Pour l'instant, on a quand même eu un énorme trou d'air ce matin. On perdait quasiment à l'ouverture de 28%. Donc, énorme trou d'air. Finalement, plus de peur que de mal. Voilà pourquoi je vous disais en introduction, j'ai hâte de voir l'ouverture des bourses américaines cet après-midi pour savoir si l'Europe n'a pas un peu surréagi et un peu paniqué et enfoncé des gros niveaux clés un peu trop vite. En tout cas, je vois mal, comme je vous le disais actuellement, les tensions autour de l'Ukraine créer un bear market sur les marchés. Globalement, ça crée des corrections, 4-5%, mais cela a rarement entraîné un bear market. Je verrais plus un bear market lié au resserrement de politique monétaire et à la hausse des taux et à la réduction du bilan des banquiers centraux. Voilà pour moi l'un des éléments qui pourrait déclencher une grosse correction de marché. Toutefois, ça alimente, ça vient mettre de l'huile sur le feu. Effectivement, les tensions autour de l'Ukraine, on avait déjà des marchés un peu fragilisés, fragilisent encore plus. Donc effectivement, ça pourrait accélérer le mouvement. En tout cas, pour l'instant, je n'ai pas envie d'être vendeur quand je vois l'énorme gap baissier qui nous a créé un trou d'air et derrière la remontada. Donc là, pour moi, on a quand même une séance flux et un marché qui a repris quasiment 2,5% dans la matinée. Donc des acheteurs
qui indique que finalement, il y a eu de la panique et que c'est encore peut-être trop tôt vraiment pour casser ce niveau et accélérer vers les prochains niveaux de support. En tout cas, belle réaction finalement sur la MM50. Peut-être que certains ont tenté des achats ici. Dans ce cas-là, bravo à vous. Effectivement, il y avait quand même un très beau niveau. Le CAC 40 reste robuste globalement. Là, j'ai envie de voir, pareil, si cette semaine, on va finalement valider notre divergence baissière et surtout casser notre Kijun. Car cette Kijun n'a pas été cassée depuis pas mal de temps. Donc là, pareil, si on repasse au-dessus de la Kijun, très clairement, les acheteurs continueront en fait de montrer de la force. Et difficile de valider cette épaule tête épaule dans l'immédiat. Là, effectivement, on avait ce scénario d'épaule tête épaule que j'évoquais avec vous depuis plusieurs semaines maintenant. On a fait le gap baissier, mais malheureusement, pour moi, là, on est en train de réintégrer. Donc, si on a une clôture sous les 7750, effectivement, j'accorderai de nouveau de l'importance à cette figure. En tout cas, hâte de voir vraiment la réaction des investisseurs américains, car pour l'heure, je n'ai pas envie d'être vendeur quand je vois cette séance. On aurait eu un gros gap baissier, puis un marché un peu plus fragile, on aurait eu une petite hausse, phase de stabilisation. Là, c'est vrai que si on dézoome, il y a du flux en fait. Gap baissier, énorme flux haussier. Bon, on est sur un niveau clé, mais pour autant, je n'ai pas envie d'être vendeur maintenant, sans voir la réaction des opérateurs américains. Sachant qu'hier, justement, le marché américain était fermé et que les indices américains ont quand même perdu sur les futurs plus de 1,5%. Donc, à mon avis, on peut avoir des gros mouvements assez importants cet après-midi pour essayer de rééquilibrer le marché. Donc, pour l'heure, pour moi, on a des acheteurs qui reprennent la main. Sans puissant signal technique baissier, aucune raison de vendre. Sauf si on clôture sous les 7750. Et là, effectivement, on regardera pour les jours à venir un plan swing pour aller chercher les différents niveaux de support. Mais là, pour l'heure, balle au centre, finalement. Si on réintègre les 6780, la ligne de coup n'est pas cassée. Donc, on ne peut pas valider cette figure. Pour moi, on a un très gros niveau ici, 6755, 6780. Là, j'estime qu'on a un gros rebond, balle au centre. Effectivement, on pourrait se stabiliser. Si on repasse en dessous et qu'on clôture, alors j'accorderai de l'importance au flux vendeur. Enfin, j'accorderai de nouveau de l'importance au flux vendeur en me disant, tiens, finalement, on a eu un puissant rebond, mais il n'y a pas de reprise derrière. Donc, opter pour une stratégie vendeuse. Néanmoins, si on clôture au-dessus des 6780 et qu'on se stabilise un peu trop longtemps au-dessus de ce niveau, alors il faudra invalider cette épaule tête-épaule. Comme je vous le disais, on pouvait déjà former une épaule tête-épaule complexe. C'est une figure assez rare et c'est ce qu'on a fait. On a fait l'épaule, tête, épaule. Je vous disais ici, bon, on peut toujours faire une épaule tête-épaule complexe et une deuxième épaule, enfin une troisième épaule sur la deuxième épaule, un peu plus petite. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Donc, elle n'est pas hyper belle, cette figure déjà. Mais si en plus on refait de nouveau une épaule ici, je pense très clairement qu'il faudra invalider ce pattern. Donc là, pour moi, on se trouve un peu à la croisée des chemins. Rebond. Alors, est-ce que c'est de la frayeur et c'est un début de reprise haussière ou est-ce que c'est un simple rebond technique? Pour moi, c'est encore un peu trop tôt et voilà pourquoi j'attends un peu l'ouverture américaine après un week-end prolongé de 3 jours pour avoir un peu plus de visibilité et mouiller la chemise ensuite pour savoir un peu quel plan adopter en trading. Le DAX, pareil, grosse sortie de range. Le niveau, c'était les 14 008. Donc, en données hebdo, effectivement, c'est pas terrible.
Ça se dégrade, on va pas se mentir. On avait un énorme range ici, qu'on travaillait depuis, enfin ce niveau, ça fait 1 an qu'il tenait, et là on est en train de l'enfoncer. Donc pareil, clôture hebdomadaire va être importante, car on peut très bien faire une grosse mèche et clôturer au-dessus. Auquel cas, réintégration du range, aucune raison d'être vendeur derrière. Maintenant, en données daily, effectivement, la bougie d'hier a quand même pulvérisé tous les niveaux de support, et là on est en train de faire le pullback sur les 14008. Donc là, effectivement, c'est un niveau qui m'intéresse pour chercher des ventes. 14834, 14850. On a été très éloigné de la Tenkan ici. On est dans une séance flux, enfin on est sur un puissant rebond, mais j'aimerais bien voir le DAX un peu plus haut pour tenter une vente. Voilà. Si on dézoome, vous voyez ici, tac, cassure, un test, 2 tests, 3 tests, 4. Là, on a cassé. Donc, voilà, j'aimerais confirmer la cassure par un pullback. Et dans ce cas-là, tenter de nouveau une vente par ici. Et 14 820, 14 856 sur signal. Bien évidemment, sur signal. Alors, en données horaires, pour l'instant, on est venu combler le gap. J'aimerais qu'on vienne un peu plus haut, vraiment dans la zone. Car là, pour moi, on n'est pas dans la zone, on a juste combler le gap, mais tenter une vente sur ce niveau-là. Et là, effectivement, donné 15 minutes, ce que je regardais, c'était la même 50-15 minutes qui venaient sur la zone. Donc là, je surveille en tout cas un retour par ici. Vous voyez, on a cassé, pullback, ça casse, comblement du gap. Mais pour moi, trop tôt pour vendre actuellement. Attendre toujours cet après-midi, voir comment les investisseurs américains, eux, vont réagir de leur côté, car hier en Europe, on a vraiment cédé à la panique, je trouve. Finalement, c'est corrigé ce matin avec un joli rebond, mais pas assez puissant pour tenter de nouveau une vente. En tout cas, ici, pour moi, c'est pas un niveau clé. Je pense que le DAX peut encore aller chercher 100 points un peu plus haut et intervenir uniquement sur les grosses zones clés. Donc là, on a une belle zone un peu plus bas, ce sera 14 415, 14 370. Je vais la tracer pour demain. Mais là, la zone haute, qui était le bas du range, voilà, c'est 14 780, vraiment le bas. Mais comme il y a beaucoup de volatilité, on peut au moins monter jusqu'à 14 850. Et donc ici, si vous avez un beau signal 15 minutes ou horaire, un break baissier, eh bien pourquoi pas tenter une vente, protéger très rapidement et reviser les niveaux de support intermédiaire. Donc là, effectivement, on a une belle zone ici. Et ensuite, la deuxième zone basse, ce serait les 14 150. Le dos, on va faire le point étant donné que j'étais quand même absent 3 jours. Pareil, j'ai hâte de voir où est-ce qu'on va ouvrir sur cet indice, mais je vais le nettoyer. Hop. On a notre range. Pareil. Donc, on devrait ouvrir sur la borne basse du range. D'un point de vue des futurs, hier, on avait enfoncé ce niveau. On était sous les 33 800. Donc, effectivement, sous 33 800, danger. Là, on a quand même repris pas mal de hauteur ce matin, donc on devrait potentiellement ouvrir par ici. Donc, tant que ce niveau ne casse pas, doucement sur les ventes. On peut très bien faire un rebond avant de casser. Donc, effectivement, si moi j'ai une clôture daily sous 33 755, effectivement, je commencerai de nouveau à chercher des ventes, car on aurait enfoncé un peu ce gros bas de range. Pour l'heure, à mon avis, on risque d'ouvrir sur les 33 800. Donc là, reste à savoir comment le marché va réagir, mais pas envie d'être vendeur, en tout cas quand je vois déjà la dynamique qu'on a sur les places européennes. Pour moi, on est dans un gros rebond, flux, toujours pas de signal de retournement, donc je ne prendrai pas le risque d'être vendeur dans cette configuration de séance. Si on regarde justement les futurs, ce sera plus pertinent étant donné
que le Dow Jones n'a pas coté depuis vendredi. Voilà, on est en train d'annuler la baisse d'hier. Vous voyez, on avait vendredi, on s'est arrêté ici, on a fait une grosse baisse hier, pareil ce matin, et là on est revenu combler, on est revenu finalement au niveau de vendredi, pour un peu annuler cette séance où le marché était fermé. Donc là, effectivement, je note un début d'avalement haussier. Il faudrait que je prolonge un peu mes zones, mais je serai prudent, car effectivement, si on a un bel avalement haussier et qu'on casse la zone, ok, je repasserai vraiment acheteur et je chercherai des achats pour aller chercher les différentes résistances. Par contre, si on bute sous les 34 000, ça reste baissier, en tout cas à court terme. Vous voyez, là, on est venu chercher le bas du range ici, et sous 33 500, 33 000, oui, sous 33 500, ça devient un peu critique. Très beau niveau. Ici, on a fait des grosses mèches, on a fait un gap baissier, donc pour moi, sous 33 500, je viserai 33 000. Voilà le plan. Donc maintenant, reste à savoir comment vont réagir les opérateurs cet après-midi. On est quand même dans un flux baissier de court terme, mais à très court terme, depuis ce matin, sentiment de reprise, enfin de puissant rebond. Donc pour l'heure, rien à faire, surveiller la zone à partir de 15h30. Si elle casse, si on casse les 34 000, chercher des achats pour aller chercher 34 390, les petits niveaux intermédiaires. Ça fait quand même 400 points, c'est pas mal, surtout dans un marché où il y a, je trouve, beaucoup de volatilité. Maintenant, si on échoue sur ce niveau, que les indices européens calent sous leur bas de range ou sur la résistance qui fait office de ligne de coup, eh bien, pourquoi pas continuer à chercher des ventes pour viser les prochains niveaux de support. Là, très clairement, le sentiment qu'on est en train d'annuler la séance d'hier où on a fait une séance de baisse alors que les marchés américains étaient fermés. Donc, on rattrape cette séance en annulant la baisse. Et maintenant, pour moi, balle au centre. Voilà. « 34 000 points à franchir sur le Dow Jones. Effectivement, peut-être que certains ont joué le rebond ici qui était magnifique avec le triple creux. Grosse phase de stabilisation durant la nuit, magnifique triple creux, pullback, rebond. En plus, on pouvait quand même prendre ce trade assez facilement dans le sens où les bourses européennes entamaient déjà le rebond dès 9h15, que le Dow Jones était un peu à la traîne. Phase de stabilisation, pullback, triple bottom. On est venu chercher la zone, fin du trade. Voilà, pour moi, on est sous 34 000. Je passe pas vendeur. J'ai pas de signal baissier en 15 minutes en horaire et je passe pas non plus acheteur sous résistance. Comme je vous le disais, si on casse ce niveau, oui, je pense qu'on peut rechercher des achats pour aller chercher 34 390. En revanche, si les opérateurs américains, pareil, cèdent à la panique, eh bien, chercher des ventes proches de ce niveau pour retourner sur 33 630 et pourquoi pas sur le bas du range. Là, pareil, si on enfonce le bas du range, ça deviendra critique pour tous les indices. Le S&P, c'est pareil, finalement, surveiller les 4300 points, c'est le niveau clé. Très rapidement, le S&P. Voilà. Donc là, on est en train de faire un avalement haussier. J'ai hâte de voir la clôture. On était quand même sur une épaule, tête, épaule. Vous voyez, si je dézoome, ici. Bon, pour moi, on est vraiment sur des niveaux clés sur tous les indices. Donc, soit on s'est fait une grosse frayeur, on sauve ces niveaux, il faut payer et on peut avoir un range ici, comme cela.
très joli range à travailler. Donc phase de ping-pong, changer de retournement, on paye, on vise milieu de range, borne haute. Finalement, cet avalement ne prend pas, ça retombe. Prudence, ici on casse, risque de valider une épaule, tête-épaule, et donc on enfoncera tous les gros supports mensuels et hebdomadaires sur le CAC, le DAX et le Dow Jones, auquel cas les vendeurs continueront d'avoir la main. Et par conséquent, une correction plus profonde pourrait se mettre en place derrière. Donc voilà un peu le cadrage qu'il faut avoir sur tous les indices en ce moment. L'euro-dollar, il se passe absolument rien. J'étais à 33 jours. Ça confirme ce que je pensais en fait. Sur l'euro-dollar, je vous disais, on va avoir un range chiant et pénible, dans le sens où on n'aura pas de belles rotations complètes, avec des belles vagues. On aura un range compliqué à trader puisque on a des supports et des résistances à l'intérieur du range. Et on voit effectivement que le marché bute sur ces niveaux intermédiaires. Donc, c'est des ranges très compliqués et surtout usants. Usants psychologiquement, usants mentalement à trader, car on ne va pas chercher à chaque fois nos objectifs clés. Effectivement, on bute sur les 1,1370 encore, mais on n'arrive pas à aller bien plus bas. On n'a pas réussi à aller casser les 1,1270. Donc derrière, qu'est-ce qu'on note? Un range dans un range. Ah, en données 4 heures, voilà le nouveau range. Et ça, ce sont des marchés voilà, un peu compliqués, je trouve, usants à trader. On n'a pas de belle rotation. Autant ici, on a réussi, mais là, voilà, ça bloque. Et pour moi, on a de nouveau un range. Donc la stratégie pour moi est simple. Chercher du coup, je suis pas fan. Honnêtement, c'est pas l'actif que je préfère en ce moment, mais si vous tradez l'euro-dollar, eh bien, cherchez des ventes vers les 1,1370 sur excès, 1,1390 sur signal. Pour viser de nouveau la borne basse, vendre uniquement si on casse les 1,1270. Ne vous amusez pas à vendre si on casse les 1,1275. Vous pourriez vous prendre une méga mèche. Parce que le niveau de support, ici, il n'y a rien du tout. Le gros niveau de support, c'est les 1,1270, 1,1274, 75. Donc, je passerai vendeur si on passe sous cette zone pour viser 1,1180. Je chercherai des ventes par ici. Et si on casse ce niveau, pourquoi pas chercher des achats pour viser 1,1460 et de nouveau chercher des ventes par ici. Voilà pour moi où il faut intervenir uniquement sur l'euro-dollar. Phase de range, vous pouvez acheter en bas, vendre en haut. Acheter ici, je suis pas fan parce que c'est pas un super niveau. Je préfère être à l'achat par ici. Donc, si on a une grosse mèche, pourquoi pas. Là, actuellement, on est au milieu de nulle part. Si on est dans un range, effectivement, se rapprocher des 1,1370 de la borne haute pour tenter des ventes sur signal, comme ici avec un avalement. Si ça casse et qu'il n'y a pas de chandelier, on laisse faire le marché, on attendra la 1,1460. Et pour le coup, vraiment passer vendeur sous 1,1270. Mais pas avant, car j'ai peur que ça fasse un bear trap. Car pour moi, là, on s'est arrêté sur un niveau, et 1,1288, 1,1290, mais c'est pas un vrai niveau. On voit vraiment les 1,1270, c'était le niveau qu'on avait travaillé pas mal de temps avant de casser et d'accélérer à la baisse. Donc, que ce soit ici, hop, rebond, cassure, bah, pareil, pullback. Donc 1,1270, c'est le pivot clé à surveiller si vous êtes baissier. NZDCAD, je reviens dessus. Finalement, le trade n'est pas parti. Peut-être que certains avaient mis un stop loss à break-even, pris quelques bénéfices. Bon, pour rien vous cacher, je vous disais que mettre le stop à break-even, fallait attendre la cassure des 0,84 pour mettre le stop à break-even. Malheureusement, cette sortie de drapeau n'a pas donné l'objectif que j'attendais, à savoir au moins un retour ici, et bien au contraire, on est reparti à la hausse. Donc, stop loss touché.
et perte pleine, étant donné que je n'avais pas mis le stop à break-even et qu'au contraire, j'attendais quand même la cassure des 0,84 pour mettre le stop loss. Peut-être que certains ont pris des bénéfices. Je n'étais pas là entre jeudi et vendredi. Donc peut-être que certains ont réussi à prendre des bénéfices ou à se protéger plus rapidement. Mais sinon, je considère que ce trade est perdu et que la perte est pleine, étant donné qu'on n'avait pas cassé mon niveau. Donc tant pis, ça arrive, les pertes font partie du trading. GBP-AUD. GBP-UD, c'est une paire qu'on avait travaillé, rappelez-vous, suite aux avalements baissiers en données daily avec les fail breakout haussiers. Donc le premier fail qu'on avait eu ici avec avalement baissier sur gap, deuxième fail avec avalement baissier sur gap. Je vous disais de viser l'oblique, c'est chose faite. On a eu un puissant rebond ici, donc peut-être que certains soit ont laissé leur stop au-dessus, soit se sont fait sortir à break-even. Mais là, j'aime beaucoup la dynamique qu'on est en train de prendre en données 4 heures, pareil avec la formation d'une épaule tête épaule. Donc là, je vais nettoyer. Là, on est très clairement en train d'enfoncer toutes les obliques haussières, surtout, surtout celle-là. Donc 1, 2, 3 points de contact. Donc elle était validée, on est en train de la casser. Elle est cassée même. Et en parallèle, épaule, tête, épaule. Donc là, très clairement, plan de trading selon moi. Alors peut-être que certains ont gardé les ventes qu'ils avaient pris sur les avalements baissiers ici. Dans ce cas-là, baissez votre stop par ici. Voilà. Et celles et ceux qui veulent vendre cette épaule, tête épaule, eh bien, attendez si possible un petit pullback. Le stop loss, pareil, même niveau, 1,89,90 par ici, pour viser de nouveau le bas de la zone. En TP1 et en TP2, ce serait l'objectif théorique. Un peu plus bas. Voilà. Vous voyez, ça coïncide parfaitement avec ce niveau-là. Tac. Voilà, on a un beau niveau. Le creux, la mèche ici, la mèche là, le sommet ici, pullback une fois, 2 fois, 3 fois, objectif théorique. Donc voilà le plan baissier sur cette paire. Si certains sont dedans, baissez le stop. Si certains ne sont pas dedans, essayez d'attendre un petit rebond pour affiner votre ratio. Placez le stop ici, TP1 par ici, mise à BE du stop loss, TP2, 1,84. Voilà le plan sur le GBP AUD. L'AUD USD, très rapidement, parce que je sais que pas mal de personnes traitent cette paire, juste surveiller la borne haute du range. Voilà. On a un gros range qui est en place depuis pas mal de temps. C'est baissier toujours. On est dans un énorme range. On a cassé le milieu de range, la résistance. Soyez patient. Voilà. Juste du cadrage en vous disant voilà les niveaux qui m'intéressent, borne basse, borne haute. Donc laissons faire le marché. Voilà. À surveiller puisqu'on se rapproche quand même doucement mais sûrement de la borne haute. Donc surveillez cette paire. Elle m'intéresse vers les 0,7270. 0,7285. Voilà. Donc, pour tenter de nouveau une vente, et si possible avec, ce qui serait parfait, ce serait que la MM4 daily, pardon, MM50, MM200 daily, je vais y arriver, MM200 daily descende un peu, et là, ce serait un peu comme ici. Vous voyez, on était venu la taper, hop, c'était très propre, et là, pareil, si vous pouvez venir converger sur ce niveau-là, ce serait juste parfait pour de nouveau chercher des ventes. Pour l'instant, c'est trop tôt, juste un cadrage, surveiller la borne haute de haute range et surtout s'il y a des signaux baissiers. Pour l'heure, on est en train d'effectuer, vous voyez, la rotation complète des prix vers la borne
haute. Donc, laissons la totalité du mouvement se terminer. Et ensuite, on verra si, comme ici, on a un magnifique chandelier de retournement pour de nouveau vendre cette paire. Le gold. Alors, le gold, absent 3 jours, j'espère vraiment que vous avez pris vos bénéfices dessus. Il y avait plusieurs plans de trading, pour rappel. Il y avait un plan investisseur moyen long terme, un plan investisseur, un plan trader. On avait affiné tout ça en données 4 heures avec ici la cassure des 1850 avec stop loss large, je ne l'ai pas bougé, 1820. Stratégie investisseur long terme. Prise de bénéfice, je vous disais 1910. Donc là, j'espère que au moins vous avez pris vos bénéfices sur cette fameuse résistance. Ensuite, il y avait le deuxième plan trader, pour celles et ceux qui voulaient rentrer après, qui n'avaient pas réussi à prendre ce mouvement, qui était la divergence 15 minutes, juste ici. Voilà, on avait dit cette divergence 15 minutes, stop loss juste en dessous, et vous laissez faire le trade. Ça, c'était la stratégie de trading. Pareil, prise de bénéfice, vous avez eu un super ratio. Si vous êtes rentré ici, votre stop loss était là, 1910, votre ratio est juste énorme. Donc là, grosse prise de bénéfice pour vous. En tout cas, j'espère que vous avez au moins débouclé 75% de la position et gardé un petit reliquat. Donc là, tout le monde a dû prendre des bénéfices et même remonter les stops. Je pense que même celles et ceux qui sont à 1820, bon, 1850, c'est peut-être un peu juste. Si ça retombe, ce serait dommage. Mais financez le stop loss. Remontez votre stop loss vers les 1830. Prenez quelques bénéfices sur les 1910 et au moins vous financez le stop loss pour les investisseurs long terme. Car effectivement, je reste quand même très positif sur le gold suite à la sortie de ce triangle. Je vise toujours les 1960 et les 2000 $. Et là, on a atteint un niveau clé. Il ne faut pas être trop gourmand. On peut retracer. C'est important de se payer. Point barre. Que vous soyez rentré ici à la cassure ou en mode trading, surtout celles et ceux qui sont rentrés en mode trading ici, vous avez fait un super trade, payez-vous. Même maintenant, si vous n'êtes pas payé, prenez des bénéfices, vous êtes toujours très largement en gain, c'est important de se payer. Le marché n'est pas évident, compliqué pour beaucoup, donc aucune raison de redonner ses gains si durement gagnés au marché. Je pense vraiment que tout le monde doit prendre au moins quelques bénéfices sur la résistance des 1910. Si elle casse, on ira à 1960, mais gardez un reliquat. 1960, et si on break les 1960, vous gardez 5-10% de votre position pour viser plus haut. Et effectivement, l'objectif théorique de ce triangle, c'est quasiment les 2075 $. Mais pour l'heure, sous résistance, ça se passe plutôt bien, la dynamique est belle. On est peut-être allé un petit peu dans des niveaux de surachat, on est éloigné de la Tenkan, le marché a peut-être besoin de souffler. En tout cas, en données 4 heures, pour l'instant, je ne suis pas inquiet. Si on pouvait consolider dans un range, voilà, comme cela, ce serait parfait. Éviter de casser ce niveau. Consolider, la M50 remonte. La dynamique est belle, on reprend notre souffle. Il ne faut juste pas qu'on casse les 1888. Vous pouvez consolider dans un petit range avant de breaker les 1910. Derrière, je viserai 1960 $. Mais là, vraiment du suivi de position pour les trades qui ont été mis en place la semaine dernière, en début de semaine, que ce soit le plan trading ou investissement moyen long terme. Le Brent, je ne me souviens plus s'il y avait des plans de trading sur le Brent. Je vous disais juste que j'étais pas à l'aise. Je me souviens juste de vous avoir dit que je n'étais pas à l'aise avec le chandelier de retournement qui était ici et qu'on avait des signaux contradictoires, que ce soit le pattern qu'on était en train de former, la divergence. Attendez, parce que c'est pas bien. Oui, voilà, on avait ce pattern, je vous disais mercredi, un pattern baissier, mais que j'étais pas fan car pour moi le pattern était incomplet, puisque cette bougie est censée clôturer dans plus de 50%
du corps de la première bougie, ce qui n'était pas le cas. Et en données 4 heures, on avait aussi la cassure Tenkan-Kijun ici qui me dérangeait. Bon, finalement, le pattern a dysfonctionné. Ça donnait une petite correction, mais on parle d'un pattern de retournement, donc logiquement, c'est censé retourner la tendance. Là, ça n'a rien retourné du tout, ça a juste permis au marché de respirer, on a arraché, on est venu chercher des 100. C'était un objectif de long terme que je visais. Effectivement, je ne sais pas si certains étaient toujours à l'achat, avaient tenté des achats par ici. Là, j'estime vraiment qu'un objectif majeur a été fait. Voilà. On est sur les 100. Je vais essayer de zoomer. Ça, je vais l'enlever. Ce canal, il ne me sert plus à rien. Il n'est pas très propre. Mais ici, pour moi, on est sur un gros niveau. Effectivement, je serais presque intéressé pour chercher des ventes. Vous voyez, la mèche ici, la mèche là, l'accumulation de corps et de mèche ici. Et on est pile poil dessus, et sans un seuil psychologique. Donc oui, je ne vais pas être acheteur sur ce niveau, certainement pas. En revanche, être vendeur, c'est pas simple non plus. J'ai toujours pas de signal, en tout cas. Peut-être en données 4 heures, je vais dézoomer. Mais en données 4 heures, j'ai pas de signal baissier. Pareil, j'ai hâte de voir les réactions du marché américain, car la hausse s'est faite lundi en l'absence des opérateurs américains. C'est essentiellement eux qui drivent ce marché. Donc là, curieux de voir un peu la réaction qu'on va avoir. Mais effectivement, je peux comprendre que c'est une belle zone pour tenter une vente. Moi, le premier, c'est un niveau qui m'intéresse pour tenter une vente. Après, le contexte avec l'Ukraine ne favorise pas ce scénario et je n'ai pas de signal de retournement. Donc, on a une très belle zone. Effectivement, maintenant, je veux un signal. Si on a un signal baissier au moins en 4 heures, voire même en daily, pourquoi pas tenter une vente? Mais là, en horaire, je ne m'amuserai pas à... Voilà, sauf celles et ceux qui ont réussi à travers le point haut ici vers les 100 $, quasiment. Donc là, protection assez très rapide du trade. Mais sinon, comme je vois en données hebdomadaires, c'est juste impressionnant. On a vraiment une très belle hausse, le marché ne s'essouffle pas, on n'est pas non plus en surachat complètement euphorique. Vous voyez, pas du tout, on est à 72, il n'y a rien de... Voilà, il n'y a rien d'euphorique sur le RSI, on n'est pas monté à 90. En daily, je trouve que la hausse est vraiment bien structurée. Pareil, on n'est même pas en surachat, on fait des plus bas, des plus hauts, de plus en plus haut. On souffle, on repart, on souffle, on repart, on souffle, on repart, on souffle un bon coup, hop, on repart fort. On y est en flux en fait. Comme je vous le disais en introduction, c'est l'un des actifs qui surperforme. Par conséquent, j'ai pas envie de nager à contre-courant, j'ai pas envie de me mettre en face d'un tel flux. Sauf si puissant signal de retournement bien validé, car celles et ceux qui se seraient amusés à vendre ici l'avalement baissier, il a dysfonctionné, déjà on était au-dessus d'un support, donc on ne vend pas un avalement baissier au-dessus d'un support. Là, le pattern étoile du soir était incomplet, donc vous voyez, il faut vraiment qu'on ait un puissant signal pour se mettre à contre-courant et se dire tiens, là le pétrole a fait un point haut, je tente une vente. Pour l'heure, effectivement, ce niveau est très beau, c'est un niveau psychologique, c'est une zone de polarité, mais tant que je n'ai pas un signal technique baissier convaincant, je ne me mettrai pas en face d'un tel flux. Le WTI, c'est exactement la même chose, sauf que lui, il bute sur son oblique, comme toujours. Alors, on a tenté, hop, vite rattrapé, on repasse en dessous. Donc là, pareil, pourtant on a validé une divergence, vous voyez, la divergence a été validée,
mais elle n'a rien donné. Elle n'a strictement rien donné, cette divergence. On a un petit peu corrigé, mais si on prend la... Oh, elle a peut-être fait les 50%, peut-être, de cette vague-là. Effectivement. Bon. On est venu faire nos 50% à quelque chose près. Il manquait pas grand-chose. Bon, ça a donné juste un léger souffle. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de savoir si ici, on est dans une phase d'accumulation ou de distribution. Voilà. Pour moi, là, il se passe quelque chose d'intéressant juste ici. On est sur un gros niveau. Maintenant, il faut déterminer si on est dans une phase d'accumulation, auquel cas le pétrole va exploser, poursuivre sa dynamique et aller chercher les 100 $ facile sur le WTI. Sinon, effectivement, si on est bien dans une phase de distribution, eh bien là, il faudra guetter le moindre signal et on pourrait retomber vers les 84. Voilà le plan. Mais là, j'ai une grosse phase de stabilisation très pertinente sur un énorme niveau clé. Pour l'instant, je reste à l'écart, mais moindre indice qui pourrait me donner de la visibilité pour savoir si c'est de la distribution ou de l'accumulation, eh bien, je n'hésiterai pas à proposer un plan de trading. Pour l'instant, range, consolidation, ça reste haussier, les acheteurs gardent la main. Voilà. Tant que je n'ai pas un gros signal baissier, pareil que sur le Brent, je ne vais pas me mettre à contre-courant et je ne vais pas me mettre contre le flux. En données 4 heures. Pareil, je vais sortir mon canal. Vous voyez, canal haussier et de nouveau range. On se stabilise, on se stabilise. Certains verront un début d'épaule, tête-épaule. Bon, pas d'anticipation, rien n'est fait. Mais effectivement, si on break, je pense, voilà. Pour moi, on a un gros niveau ici. Belle zone de polarité. Effectivement, si ça casse, potentiellement une phase de distribution. Et donc, pourquoi pas chercher des ventes. Mais pour l'heure, rien n'est fait. Le marché reprend son souffle. Les acheteurs gardent la main. Le flux, encore une fois, est ultra haussier. Donc, n'essayez pas vraiment d'attraper le point haut sur le pétrole sans un signal technique baissier. Les crypto-monnaies avec le Bitcoin, ça retombe. Tension, comme je le disais en introduction, hein, corrélation négative avec l'or actuellement. Autant l'or joue un rôle de valeur refuge durant les périodes de tension géopolitique, autant le Bitcoin absolument pas, et corrélé, pour moi, je trouve, au Nasdaq depuis début décembre. Bon, ça retombe, invalidation de l'épaule, tête, épaule, les 45 000 n'ont pas été breakés, tant pis. Range à venir. Voilà le plan. Donc pour moi, on a un peu ce canal range un peu larvé. Si effectivement on part de nouveau dans un range, je vais me recadrer correctement. Hop. Voilà, plus propre. Revenir faire un quatrième point de contact par ici. Donc là, 33 850, je tenterai de nouveau des achats. Là, pour moi, on est au milieu de nulle part, encore une fois. Donc, finalement, c'est parti sur un double top. Là, on est au milieu de nulle part. En revanche, 33 850, je tenterai de nouveau des achats sur support et bas de canal. 33 850. Et si on casse, bon, objectif 30 000. Et là, il faudra de nouveau chercher par ici. Et ainsi de suite. En gardant en tête le gap
sur le CME. Alors, c'est un scénario à ne pas exclure. Finalement, vous voyez ce gap ici, je vous parlais de ce gap en disant bon, ce serait bien qu'on vienne le combler pour jouer la deuxième épaule, pour affiner notre ratio. On n'était pas venu le combler, bon, on est venu le combler après. Là, c'est le gap ici qui m'intéresse. Petite frayeur. En mode petite frayeur, le gap hebdo. Donc, on a notre bas de canal, comme sur le futur, comme sur le spot. Ici, 33 600. Pourquoi pas de nouveau chercher des achats par ici sur signal. En cas de cassure, eh bien, on laisse faire la chute. On attendra 29 900, 30 000. Et en cas de frayeur, ce sera de venir taper notre oblique haussière d'ici le mois de mai, un peu avant, venir combler ce gap. Voilà. Ça, c'est le scénario panique. On passe sous les 30K, tout le monde va être baissier en disant il y a un double top, c'est la fin du monde, alors que pas du tout. Et on viendrait juste combler ici, histoire de sortir tout le monde, créer de la panique et réintégrer. Là, c'est vraiment un scénario que je guette et qui est, je pense, envisageable. Donc voilà le scénario un peu pour des semaines à venir si ça se dégrade sur les indices et que le Nasdaq plonge un peu plus. Il faudra garder en tête ce niveau. Maintenant, à court terme, intervention pour moi, borne basse du canal ou 30 000. J'arrive pas à savoir actuellement si on est dans un gros range entre 30 000 et 65 000 ou un range un peu larvé sous forme de canal, étant donné que j'ai quand même 1, 2, 3 points de contact en bas et déjà mes 2 points de contact. Donc, effectivement, ce niveau est pertinent. Voilà le cadrage sur le BTC. D'un point de vue de d'Ishimoku, en données. Ok, donc on est revenu tester notre petit jaune mensuel. Soit le 50% de la dernière vague de hausse. Donc effectivement, c'est un niveau pertinent. J'aimerais un peu plus bas pour qu'on vienne chercher notre bas de canal. Et comme je vous le disais, ce range, à mon avis, voilà, le nuage qui a de nouveau twisté, qui pourrait se mettre à plat derrière et indiquer une phase de trading range entre 33 850 et 44 000 $. Donc là, pour moi, rien à faire. Je l'attends de nouveau un peu plus bas, le BTC. L'Ethereum, on pourrait avoir la même chose que sur le BTC, un gros range. Bon, on avait quand même une grosse dégradation ici, sortie par le bas de ce canal. On a allé chercher bien bas, valider le double top ici. L'objectif a été atteint. On va quand même vérifier. Pour moi, l'objectif de cette figure. Ouais, ça a été atteint. On est venu taper la zone, donc double top validé. On est sur un niveau pertinent, je le reconnais aussi, pour tenter un petit achat, mais je suis pas fan du flux. J'ai l'impression qu'on repasse dans un flux baissier. Même si la bougie ici est belle. Bon. Si vous faites du trading, vous pouvez tenter, je pense, un achat sur ce signal qu'on a eu. Juste là. Et donc, le stop loss est facile. Petit levier. Car honnêtement, je suis pas non plus
très convaincu d'une reprise haussière à venir dans l'immédiat. Les crypto-monnaies ont du mal à rebondir, ont du mal à s'affirmer, restent très fragilisées. Mais effectivement, on est sur zone. De nouveau sur une belle zone. C'était les Shinko, je voulais enlever. Voilà. On a une belle zone, ça peut se tenter. Effectivement, il faut intervenir sur les zones, comme je vous le disais, et faire que ça. On avait la zone haute, intermédiaire, la zone basse, on a une zone un peu plus bas. Je vais quand même... Dommage, je pensais que la Kijun était un peu plus haut. Pour rendre notre Kijun, pourquoi pas tenter avec un stop sous les 2480, ok, donc ça c'est mon plaqué jaune, 2480. Données hebdo, j'ai rien de, pas d'éléments clés, 2480, ok. Bon, ça peut se tenter, petit levier, petite position, je suis pas contre, on est sur zone, on a notre plat Kijun mensuel qui est juste sous nos pieds. La bougie 4 heures est pas mal, on va quasiment avoir une étoile du matin. Par conséquent, pourquoi pas tenter un petit achat à protéger très rapidement avec un stop loss. Voilà, par ici. 2465. Sachant que notre plaquette jaune est à 2480. Donc sous la zone, 2465, tenter et espérer une reprise haussière sur notre kit jaune et 2875. Et à protéger très rapidement. Parce que honnêtement, je suis pas convaincu, ça reste fébrile. Voilà, ça reste fébrile, ça peut se tenter en trading, on est sur une belle zone, on a notre kit jaune, on a un pattern ici intéressant, des petites positions pour petites positions tout simplement. Voilà. Parce que le flux n'est pas non plus, on n'a pas un flux hyper convaincant et difficile d'affirmer aujourd'hui si on va vraiment repartir. Voilà. On a un rebond sur l'ensemble des marchés, mais si ce rebond-là retombe d'ici la fin de la semaine, les crypto-monnaies vont elles aussi subir de plein fouet la baisse à venir sur les indices, à mon avis. Et on pourrait retomber un peu plus bas, auquel cas on cherchera d'autres niveaux. Mais là, effectivement, on est sur zone, ça se tente, petite position, petit levier si vous êtes en mode trading, et à protéger très rapidement. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades, et je vous dis à demain pour un nouveau point complet sur la planète finance.